Benjamin Franklin disait le 13 septembre 1783, je cite, « Il n'y a pas de mauvaise paix et une bonne guerre. » Aussi, lorsque nous voyons des pays africains voisins sortir des yeux des menaces, et lorsqu'on voit des enfants d'un même continent sans se déchirer, s'accuser à l'ONU, c'est un spectacle parfois scandaleux, même si d'aucuns applaudissent. La Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays frères qui entretiennent des relations depuis le XVIe siècle, partagent plus de 500 km de frontières, les voilà presque au bord de la guerre, à cause d'une histoire de 49 soldats ivoiriens arrêtés, 3 libérés et considérés par le régime malien comme des mercenaires. Et puisque l'Afrique parfois ne parvient pas à résoudre ces conflits, c'est toujours à l'extérieur qu'on va finalement chercher des solutions. Après, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui a eu à donner son point de vue, qualifiant que ces soldats qui avaient été arrêtés n'étaient pas des mercenaires, on a vu des réponses musclées de la part du côté malien. Et bien sûr aussi après l'Assemblée générale de l'ONU, ou en marge du 77e Assemblée générale de la 77e Assemblée générale de l'ONU, on a vu les dirigeants de la CEDEAO se réunir à New York en sommet extraordinaire. De là, la décision a été prise d'envoyer encore d'autres représentants auprès du colonel Assimi Goïta au Mali. J'ai dit, ils sont donc arrivés 3 chefs d'État. Donc, bien sûr, celui du Ghana, et aussi celui de la Gambie, sans pour autant oublier que dans cette liste-là, celui de la Gambie remplaçait plutôt le président sénégalais qui a dit qu'il était empêché. Cette mission de haut niveau a été accueillie par le colonel Assimi Goïta presque au bas de la passerelle. C'est déjà une bonne chose dans la mesure où la première idée était que le Mali ne voulait même pas accueillir la CEDEAO et voulait tout simplement que les négociations soient faites à travers le président du Togo, Faure Gnassingbé. Cette rencontre se situe comme celui de la dernière chance, dans la mesure où les frictions, les tensions sont au maximum entre la Côte d'Ivoire et le Mali par rapport à cette affaire de mercenaires. Je ne voudrais pas rentrer dans qui a raison et qui a tort dans cette histoire-là. Mais je voudrais juste essayer de rappeler des divergences et des convergences entre ces deux pays et aussi par rapport à cette affaire
selon les versions qui sont données de chaque partie. On pourra constater que du côté malien, eh bien, c'est le 10 juillet 2022 que ces 49 hommes en tenue ont été interpellés et puis incarcérés. Et depuis lors, le régime malien les accuse de tentatives d'atteinte à la sécurité, les présentant comme des mercenaires ayant été arrêtés avec armes et munitions, et surtout arguant qu'ils n'avaient pas d'autorisation ni d'ordre de mission dans leur pays. Ils sont donc venus, selon le régime malien, pour déstabiliser justement ce qu'ils sont en train de vouloir faire en ce moment, remettre le Mali sur des rails pendant cette période de transition qui devra aller jusqu'en mars 2024. Du côté d'Abidjan, on dit non, qu'il n'en est pas question, puisque ces militaires, dit-on, n'avaient pas des armes de guerre et qu'ils allaient justement dans une mission qui, faut-il quand même aussi le dire, l'ONU au départ a dit qu'il y a eu des manquements. Mais sauf que la Côte d'Ivoire dit que ce ne sont pas des soldats de la MINUSMA, mais plutôt des soldats ivoiriens qui sont attachés à un autre service, une agence privée, selon un contrat qui a été signé en 2019, donc un MOU, avec l'ONU. Et cela intervient dans le cadre de la SAS. Et ce sont donc les éléments de ce qu'on appelle les éléments de soutien. Ils appellent ça NES. Nous avons essayé de vouloir comprendre, mais chaque position est catégorique. Et chacun brandit ses arguments, puisque d'ailleurs, suite aux négociations entreprises par Florian Sibé, on a pu libérer au moins 3 soldats, femmes. Maintenant, les 46 autres, c'est là où ça bloque, dans la mesure où le Mali, lui également, voudrait une contrepartie demandant à la Côte d'Ivoire de lui livrer ceux des hommes politiques qui sont recherchés par la justice malienne et contre lesquels des mandats d'arrêt internationaux ont été signés. Sur ce, Alassane Ouattara dit niet, arguant que c'est du chantage. Et c'est d'ailleurs la même expression que malheureusement les représentants de la CEDEAO ou alors les homologues d'Alassane Ouattara ont aussi employé à New York le 22 septembre dans leur communiqué où ils demandent la libération sans condition des soldats ivoiriens qu'ils ne taxent pas, qu'ils ne reconnaissent pas comme des mercenaires. Et cela veut dire que avant même de se rendre, ils avaient déjà une prise de position, ils avaient déjà une injonction. Sur ce côté, sur le plan diplomatique, on pourrait dire que ça a peut-être été mal négocié, dans la mesure où il faut écouter les deux parties et surtout essayer de faire de telle sorte que le feu, le brasier ne s'allume pas au niveau de la sous-région. Puisque les guerres naissent de rien du tout, telles des étincelles, et ça se transforme en brasier. On espère donc que suite à cette mission, on pourra arriver enfin à de véritables négociations, à une conciliation, voire une réconciliation, pour que ces deux peuples ne puissent pas en venir à envenimer la situation. Bien évidemment, lorsqu'on essaie de regarder cela, chacun bombe son torse.
voulant montrer que je suis capable de battre l'autre, d'asphyxier l'autre, de pouvoir faire mal à l'autre. Mais en réalité, c'est l'Afrique qui se fait mal. Le Mali perdra des plumes, tout comme la Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, ces deux pays auraient encore trahi complètement l'Afrique. Parce que pour nous qui sommes panafricanistes, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on peut voir le Mali et la Côte d'Ivoire se brouiller ou aller en guerre. Les mercenaires, comme ils appellent, je ne pourrais peut-être pas qualifier s'ils le sont. C'est demain ou après-demain, avec des éléments, et parce que le Mali dit que c'est une affaire judiciaire ou bilatérale, mais en réalité, c'est une affaire politique et multilatérale, puisqu'aujourd'hui, la CEDEAO est là. Mais cependant, il faut savoir que ces deux pays ont tout à perdre. Et l'Afrique a tout à perdre dans ce bras de fer. Comment comprendre que, aujourd'hui, le Mali puisse ne pas, ou puisse se passer de la Côte d'Ivoire? Comment imaginer que la Côte d'Ivoire puisse se passer du Mali? C'est comme si le bras gauche s'empêchait du bras droit. Et tout ça fait partie d'un même corps. Car, faut-il le dire, depuis de longues périodes, et même, comme je l'ai dit au XVIe siècle, chez les Mandingues qui ont eu à traverser pour aller en Côte d'Ivoire, on va trouver les Dioula qui sont installés et qui aujourd'hui dépassent plus de 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions. Dans quelle position seront-ils dans cette crise qui a commencé, où on a d'ailleurs vu des chanteurs maliens, des artistes maliens interdits de prester en Côte d'Ivoire? Lorsque ça va déjà à ce niveau, cela veut dire que ça va augmenter encore si on n'arrête pas très très vite. Comment comprendre que par exemple le Mali et la Côte d'Ivoire ne puissent pas évaluer ce qu'ils peuvent avoir? Oui, on peut juste regarder au niveau des armées, comme chacun peut le dire. Mais qui a déjà gagné la guerre parce qu'il a le meilleur effectif? Encore que ces deux pays n'ont pas les meilleures armées du monde, ni même d'Afrique. Le Mali, c'est la 18e armée d'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est la 23e armée d'Afrique. Et au milieu, le Niger, qui lui aussi est concerné, c'est la 21e armée. Ce ne sont donc pas des pays hyper armés. Et au-delà de ça, dans cette guerre, c'est plutôt des communautés qui vont encore souffrir, dans la mesure où ces pays sont liés par un cordon ombilical commercial. Il faut bien savoir que en 1996, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y avait des échanges commerciaux qui s'élevaient à 24 milliards. Dans les années 2000, on avait vu que c'était passé à 100 milliards, 600 millions, rien qu'en 2000. Nous sommes déjà en 2022. Donc, il y avait eu une augmentation de 182%. Aujourd'hui, c'est une augmentation de plus de 300%. Et rien que les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui se chiffrent à plus de 70%. Et d'ailleurs, avant cela, dans les années 1950, lorsque justement le port autonome d'Abidjan a été inauguré, on a bien vu le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, comment il a créé un espace pour le Mali. Ça fait aujourd'hui qu'il y a des dépôts maliens qui se passent uniquement au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit le transit pour les marchandises intérieures, importation, voulais-je dire, ou exportation. Ça se passe au niveau
du port d'Abidjan et de toutes les façons des deux ports. Il faudrait donc savoir que ceci a été aménagé parce que ces pays avaient compris qu'ils avaient un besoin ou des besoins communs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1999, 11 accords ont été signés entre le Mali et la Côte d'Ivoire, que ce soit pour la transhumance, jusqu'à l'échange de ceci, et même sur des recherches, sur le plan des mines, du pétrole et autres. Tout cela a été signé. Or, les grandes puissances, parce que ces pays voulaient développer quelque chose, savaient qu'un seul bras ne monte pas à l'arme, qu'il faut l'autre pour aider tel. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer, on s'est dit, il faudrait bien baisser les tensions et nous devons appeler non seulement Assimi Goïta, mais aussi Alassane Ouattara à un peu d'humilité, à pouvoir mettre de l'eau dans le dos. Oui, aujourd'hui, le Mali, au regard de la situation, pourrait beaucoup perdre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que quand on voit ce que la Côte d'Ivoire prend au niveau du Mali, eh bien, c'est le bétail, c'est le coton, c'est des tissus, et c'est presque terminé. Mais lorsqu'on voit ce que le Mali aussi prend au niveau de la Côte d'Ivoire, certes ce n'est pas gratuit, mais c'est énorme. Que ce soit sur le plan des produits pétroliers, donc gaz, essence, lubrifiant, mais aussi d'autres produits, même au niveau de la construction, tels que le ciment, l'étole, le bois, le fer à béton. Sur le plan alimentaire, comme des huiles, comme des céréales, comme beaucoup d'autres choses. C'est vrai également que la Côte d'Ivoire prend aussi du côté du Mali les arachides. Mais quand on voit ça, du lait, du café, de beaucoup d'autres choses, on pourrait se dire que en ce moment où le Mali traverse aussi une période très difficile, doit combattre contre le terrorisme, ce n'est pas le moment de se priver des voisins. Oui, le Mali aujourd'hui, on a vu de l'autre côté, au niveau du Niger, comment est-ce qu'on a coupé le robinet des carburants. Ce sera difficile. Et c'est surtout le moment d'interpeller certains Africains qui se disent panafricanistes. Le Mali a été beaucoup attaqué. Le Mali a beaucoup subi. Le Mali aujourd'hui représente parfois et représente pour la plupart des Africains la nouvelle génération, ce qu'on peut appeler vraiment la dignité. Le Mali a défendu sa souveraineté. Bon nombre d'Africains ont apprécié le discours du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, sur la tribune des Nations Unies, fustigeant la France dans des mêmes termes que Sékou Touré, même si il a encore été un peu plus loin. Assimi Goïta a dit ce que beaucoup d'Africains pensent bas. Assimi Goïta a indexé la France, ce pays qui naguère fut celui de la philosophie des Lumières et qui a souvent vanté la démocratie, mais qui parfois aujourd'hui se trouve dans des coups nauséeux en Afrique, que ce soit dans la déstabilisation ou encore dans le maintien des dictateurs au pouvoir. Sur cette dénonciation, Assimi Goïta a été, pas Assimi Goïta, mais plutôt Abdoulaye Maïga,
a attiré toutes les sympathies des Africains parce que tous les panafricanistes le disent. Tous les panafricanistes le dénoncent. Tous les panafricanistes sont contre ce néocolonialisme après la colonisation qui a duré en Afrique plus de 400 ans, sans oublier l'esclavage. Et puis, maintenant, on continue à voir l'Africain qui est toujours un bébé. Sur ce côté, disais-je, on peut applaudir le régime malien qui a eu à se tenir debout, à parler devant le monde entier. Lui, ça a rappelé le discours de Thomas Sankara, ça a rappelé le discours aussi, comme je le disais, de Sékou Touré devant De Gaulle. Mais cependant, il faudrait aussi savoir que celles-là qui ont été l'incarnation du panafricanisme avaient une base. Cette base était de réunir tous les Africains derrière eux. Il n'y avait pas de frontières parce que les frontières ne sont que les cicatrices de l'histoire. Normalement, on ne pourrait pas parler d'un peuple malien, d'un peuple ivoirien, d'un peuple camerounais, gabonais, puisque ce sont les mêmes peuples. Ils nous ont infligé les frontières. Et lorsque nous allons au niveau des Nations Unies, nous devons parler d'une seule voix. Nous devons nous entendre et non arriver avec des voix discordantes. Nos pères du panafricanisme savaient s'unir, savaient taire leurs divergences et savaient aller sur le podium des Nations Unies pour revendiquer la même chose. Mais aujourd'hui, nous sommes divisés de telle sorte que chaque Africain qui se dit aussi panafricaniste applaudit quand on traite l'autre d'étranger. Oui, c'est là où il y a une divergence. Comment comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique, certains puissent applaudir, y compris des intellectuels, des professeurs, qui acceptent qu'on traite un autre Africain d'étranger parce qu'il est peut-être dirigeant d'un pays sortant de je ne sais quel autre pays. Oui, certains ont applaudi, disant que, par exemple, c'est normal qu'on traite le président Bazoum d'étranger parce qu'il est libyen. Mes chers Africains, supposons donc qu'il soit véritablement libyen à 100%. Libyen n'est-il pas africain? Et puis, est-ce que ce n'est pas nous, Africains, qui étions en train de pleurer pour la mort du Libyen Mohamed Kadhafi, qui était là pour le panafricanisme? Nous l'avons pleuré et nous continuons à le pleurer. Alors, s'il faudrait que un Africain comme moi, le jour où je vais arriver en Guinée, que je sois traité d'étranger, je n'accepterai pas ce panafricanisme. Mais s'il faudrait que le jour où je serai au Mali, je sois traité d'étranger, je n'accepterai pas ce panafricanisme. Mais s'il faudrait que, parce que je ne suis pas d'allure avec tel, j'arrive au Sénégal, on me traite d'étranger, je ne serai pas de ce panafricanisme. Mais s'il faudrait que je sois au Gabon et qu'on me dise que toi tu es Camerounais ou au Congo, qu'on me dise que tu n'as rien à faire ici, dans ce cas, nous faisons le jeu des Occidentaux. Nous faisons les jeux des autres. Avez-vous vu un Allemand traiter un Français d'étranger? Avez-vous vu un Italien traiter un Belge d'étranger? Bien au contraire. Regardez comment est-ce que Nicolas Sarkozy, venant de Hongrie, a été élu président de la France. Oui. Regardez tous nos frères qui sont noirs en équipe de France. Si on les traite d'étrangers, nous allons dire que c'est le sectarisme, c'est le racisme, c'est la xénophobie. C'est ce que nous allons dire. Oui. Mais regardez Barack Obama, de père ghanéen, oh non, non, Kenyan, qui a été élu
président aux États-Unis, l'a-t-on traité d'étranger? Non. Apprenons parfois à enlever certaines divisions de nos langues, de nos langages. Parce que le panafricanisme que nous voulons, nous devons l'appliquer. Je voudrais me sentir malien parce que le peuple malien constitue aujourd'hui une fierté. Parce qu'aujourd'hui, le peuple malien sait se lever. Parce que le peuple malien sait contester. Et parce que les dirigeants maliens, dans une certaine forme, comme Modibo Keïta, ont toujours su accueillir tous les autres Africains. Oui, je pourrais vous dire que le président du Cameroun, Amadou Ahidjo, n'avait-il pas des origines maliennes? Était-il étranger au Cameroun? Non. Ayons le courage de le dire. Ce n'est pas parce que nous soutenons le Mali que nous devons avaler tout. Ce qui ne va pas, disons cela. Et comme ça, le jour où j'arriverai au Mali, qu'on sache que je ne suis pas étranger. Le jour où j'arrive au Niger, comme la dernière fois, qu'on ne dise pas que je suis étranger. J'aimerais que je sois considéré comme un Nigérien, que je sois considéré comme un Sénégalais, que je sois considéré comme un Gabonais, un Tchadien, que je sois considéré comme un Malien, que je sois considéré comme un Africain, comme un humain. Et puis, c'est pour cela que je voudrais juste amener les autres à comprendre que chacun de nous doit avoir le droit d'avoir ses partenaires. Aussi, j'ai toujours condamné le fait qu'on veuille dire que le Mali ne choisisse pas ses partenaires. Le Mali a droit d'avoir ses partenaires, qu'ils soient de Wagner, qu'ils soient russes, tout comme la Côte d'Ivoire a droit d'avoir ses partenaires, qu'ils soient américains, français, chinois ou n'importe qui. Chaque État doit être souverain et doit choisir ses partenaires parce que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. La France n'a pas d'amis en Afrique. La France vient chercher pour son peuple. La Chine n'a pas d'amis en Afrique. La Chine vient chercher pour son peuple. La Russie n'a pas d'amis en Afrique. La Russie vient chercher pour son peuple. Sachons-le. Et chaque partenaire que nous devons avoir doit trouver que nous d'abord, nous nous aimons, que nous sommes solidaires. Et non qu'une guerre entre les Occidentaux, la France et la Russie nous divise. Et vous le savez très bien que l'union faisant la force, la division fait la faiblesse. Je ne pourrais pas être d'accord. Comme je vois un certain nombre de choses qui sont faites, je condamne cela. Lorsque je vois que le peuple malien a subi, bien sûr, des sanctions, que d'ailleurs, le régime malien a qualifié d'illégitime, d'illégal, d'inhumaine. Ce régime n'a pas tort, car de janvier à juillet, on a vu que la Banque mondiale ne pouvait plus rien décaisser pour le Mali. On a vu que la Banque africaine de développement ne pouvait rien décaisser pour le Mali. Le Mali était presque KO. Et qu'est-ce qu'on disait? Juste parce que les militaires sont arrivés au pouvoir. Et pourtant, d'autres pays à côté en Afrique n'ont pas été sanctionnés. Voilà Mahamat Idriss Déby. Il a fait un véritable coup d'État au Tchad. Ni la CEMAC, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni l'ONU n'ont sanctionné le Tchad. Bien au contraire, Emmanuel Macron, qui qualifie les Maliens, le régime malien de junte,
Et réponse du berger à la bergère, le Mali a aussi qualifié la France, et surtout, pas la France, mais le gouvernement français de junte. Emmanuel Macron, disais-je, est celui-là qui est venu couronner Mahamat Idriss Déby alors que la Constitution demandait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne le relais. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on cherche encore à imposer d'autres sanctions, non seulement individuelles, contre les autorités maliennes, mais aussi les autorités maliennes même ne participent pas, sont exclues de ce qu'on peut appeler les cellules de décision de la CEDEAO. Pendant ce temps, Mahamat Idriss Déby, lui, il est tranquille. Il n'a aucun problème. Vous vous rendez compte? Au moment où je vous parle, Mahamat Idriss Déby a créé un soi-disant comité après ce qu'il appelait le dialogue national souverain inclusif. À la sortie de là, ils vous ont créé, nous ont créé, ils ont sorti, ils ont présenté au monde entier de nouvelles propositions. Et ces propositions, c'est quoi? C'est que Mahamat Idriss Déby est autorisé à être candidat à l'élection présidentielle au Tchad. Tiens. Lui là, ce n'est pas la junte. Après son père que la France a soutenu. Et le pire, c'est que le même comité dit que maintenant la transition doit encore être prolongée de 2 ans jusqu'en 2025. Vous avez vu la qualité de transition là-haut. Qu'est-ce que la France dit? Et rien du tout. Elle se tait. Et c'est pour ça que lorsque les autorités maliennes se plaignent de certaines choses, eh bien c'est là parce que c'est de l'injustice. Nous partageons cela. Ce n'est pas normal qu'on laisse Idriss Déby, Mahamat, le fils de l'autre, continuer comme si c'était une chefferie. Et pendant ce temps, on cherche à punir tout simplement les autorités maliennes, on cherche à asphyxier la Guinée, et pendant ce temps, on nous présente Mahamat Idriss Déby qui pratiquement est en train de rayer avec ses frères et autres, tout son clan, et ils sont en toute sécurité. Ce que nous demandons, ou bien humblement ce que je demande, c'est que le Mali ne doit pas s'isoler de ses voisins, comme le Niger, ou encore comme la Côte d'Ivoire. Parce que l'aide ne viendra pas trop de l'extérieur, d'autant plus que la Russie elle-même, elle est en guerre. Et d'autant plus qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Kadhafi. Oui, les Occidentaux, quand ils sont humiliés, ils ont toutes les stratégies. Et en un clin d'œil, ils peuvent déclencher cela. Nous avions cru à l'époque que Kadhafi était fort. Nous avons cru à l'époque que Gbagbo allait résister. Ils n'ont fait qu'une bouchée. Oui, beaucoup se disent que la Russie étant là, les Occidentaux ne peuvent rien. Erreur. J'ai dit bien erreur. Puisque cette erreur a été commise par les pères du panafricanisme. Que ce soit les Jomo Kenyatta, que ce soit les Lumumba, que ce soit ceci, tous étaient avec le bloc soviétique. Et quand le bloc soviétique est tombé, eux tous ils sont tombés. Il faudrait donc que d'abord les Africains connaissent ce qu'on appelle justement la fusion, la cohésion, la solidarité dans des sous-régions et même dans toute l'Afrique. Si on va seulement parler des mercenaires,
eh bien, là, ça va faire l'affaire des autres. Regardez combien de mercenaires sont arrivés en Afrique. Ils venaient de l'Europe. Tout le monde les connaît. Certains sont même devenus tellement célèbres qu'en Afrique, ils faisaient les chefs d'État. Ils les défaisaient également. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe en Afrique, on se rend compte que l'ovaire est à l'intérieur du fruit. Lorsque les Maliens parlent des mercenaires, c'est un terme qui revient de plus en plus. Puisque avant le Mali, on a bien vu également d'autres pays accusés se plaindre des mercenaires venant de l'Afrique. Je vous prends par exemple le cas de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'on a vu le 24 décembre 2017? Eh bien, nous avons appris que Théodore Obiangema Mbazogo a failli être tué par des mercenaires qui venaient du Cameroun, mais en fait qui avaient des passeports, des passeports centrafricains. Et c'est ça que je dis souvent ici, qu'on peut bien avoir des mercenaires aussi en Afrique. Et là-dedans, il y avait des Tchadiens, il y avait des Soudanais, mais ils avaient des passeports centrafricains. Ce que je dénonce souvent ici, que la République centrafricaine elle-même fabrique aussi des mercenaires. Et ces mercenaires-là sont injectés aussi dans d'autres pays. Mais pour l'instant, les soldats ivoiriens ont été revendiqués par un État. Généralement, en géostratégie, on dit que lorsqu'un État a des mercenaires, il ne les revendique pas. Mais s'il les revendique, il quitte du statut de mercenaire. Et comme je parlais du cas de la Guinée équatoriale, qu'est-ce qui s'était passé? C'est grâce à la collaboration entre les pays qu'on a pu arrêter cela. S'il n'y avait pas le Cameroun, eh bien on aurait renversé Théodore Obiangema Mbazogo. Et pourquoi? Parce que c'est au Cameroun, au niveau de la frontière, que la police a mis la main sur une trentaine d'entre eux. Ils étaient dans un car avec des tenues militaires. Et d'ailleurs, lorsque on a eu à les arrêter, ils ont été conduits plutôt à Yaoundé, où ils ont été enfermés. Et d'ailleurs, c'est le 14 mars 2022 qu'ils viennent d'être jugés au niveau des Bolova, au sud. C'est le Cameroun qui les a jugés. 25 ont été condamnés, dont 4 ont écopé de 35 ans de prison et 21 ont écopé de 30 ans de prison. C'est le tribunal militaire du Cameroun qui a jugé les mercenaires qui devaient aller faire le coup d'État en Guinée équatoriale. Et toujours dans ce cadre-là, d'autres ont été arrêtés au Tchad, ont été même jugés en 2019. Une vingtaine. Ils ont été condamnés là-bas à 20 ans de prison. Parce que le Tchad a aussi participé. Et bien sûr que la seule chose que Touadéra, lui, il avait fait, c'était de courir pour aller voir Théodore Obiangema pour dire que oui, l'affaire des passeports là, vraiment, je m'excuse, je suis solidaire et tout ça. Mais il n'a jamais accepté ses responsabilités dans cette affaire. Donc quand on parle des mercenaires, justement 150 ont aussi été jugés en Guinée équatoriale. Et sur ces 150, on a appris que certains ont même écopé de 97 ans de prison. Bon, on ne sait pas ce que les autres sont devenus. Un est mort au Cameroun, l'autre ceci et cela, un a été libéré. Et d'autres ont été condamnés par contumace. Donc les mercenaires peuvent bien déstabiliser un autre pays voisin lorsque vous n'êtes pas en cohésion, lorsque vous ne vous entendez pas. Et d'ailleurs, ils peuvent vous profiter pour en
entrer dans un territoire, infiltrer les frontières ou même traverser et partir. Il ne faudrait donc pas, et c'est ce que j'essaie de dire maintenant aux autorités maliennes, les fronts sont déjà nombreux. Ouvrir un front contre la France, ouvrir un front contre, je crois, le Danemark, dont les soldats ont rapidement été chassés, ou encore contre l'Allemagne, donc contre l'Union européenne, et puis ouvrir un front contre l'ONU, et après ouvrir un front contre le Niger, et ouvrir encore un autre front contre la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se faire. Chers frères, je voudrais être honnête, pour que demain on ne dise pas que je n'avais pas prévenu. Pour que le Mali retrouve de la sérénité, il faut d'ailleurs d'abord une entente et une réconciliation avec des voisins. Et aussi, les autres pays voisins ne devraient pas tout simplement être là comme des agents de la France pour déstabiliser le Mali. Le Mali, ses autorités ont été assez courageuses. Le Mali a montré une certaine voie de la révolution. Le Mali a montré une autre image d'une Afrique qui voudrait retrouver sa dignité, mais le Mali ne devrait pas s'éparpiller. Le Mali devrait avoir des objectifs. Et le Mali devrait d'abord considérer et s'associer à ses frères africains. Il n'y a pas d'étrangers africains en Afrique. Il faut que cela soit clair. Il peut y avoir des divergences dans une maison, mais n'allons pas dans les concepts vasifs, oiseux, nauséeux et passéistes comme l'ivoirité. N'allons pas dans les concepts de la xénophobie et de ceux-là qui sont même venus nous diviser à travers des frontières imaginaires, irréelles, mais qui sont devenues réelles dans notre esprit. Cherchons à nous entendre et surtout qu'on n'aille pas dans le bras de fer, parce que de tous les côtés, personne ne gagnera jamais. Mais l'Afrique gagnera et le panafricanisme gagnera lorsque chacun comprendra que son frère est de l'autre côté et qu'il peut bien avoir à solliciter son aide et que c'est ensemble, comme l'Union européenne, regardez comment il marche. Regardez comment les États-Unis marchent. Nous n'allons pas parler des États-Unis d'Afrique, de panafricanisme, alors qu'aujourd'hui, on est incapable de traverser une frontière. Il a suffi tout simplement que Teodoro Biangema voit qu'il y a des mercenaires, qu'il s'agrippe sur cette histoire de mercenaires, pour qu'ils disent, je ne veux plus de frontières ouvertes avec le Cameroun, je ne veux plus de frontières ouvertes avec le Tchad, je ne veux plus de frontières ouvertes avec la RCA. Non. Avec ça, même ce qu'on avait dit, le passeport de la CEMAC, en Afrique centrale, ça ne marche pas. En Afrique de l'Ouest, ça ne marche pas. Comment pouvons-nous donc venir sur des réseaux sociaux et dire « Oh, panafricanisme, panafricanisme, on est des panafricanistes ». Vous n'êtes pas des panafricanistes. Comment un panafricaniste peut être content de dire que oui, le président là, c'est un étranger, oui, c'est un Libyen, oui, c'est... Oui. Et le même intellectuel vous dit que vraiment ils ont tué Kadhafi pour rien. Kadhafi c'est celui-là qui voulait nous donner, nous sortir du franc CFA. C'est Kadhafi qui voulait nous sauver de l'emprise de la France. C'est le Kadhafi, c'est vraiment les Libyens du Libyen. Et subitement, dans le même lèvre, il dit que non, l'autre là c'est un Libyen. Non. Sur ce côté, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais c'est mon point de vue. Parce que je n'ai pas peur de dire ma vérité. Je n'ai pas peur de donner mon opinion. Je n'ai pas peur de blesser. Je n'ai pas peur de supporter. Je peux supporter aujourd'hui le Mali comme j'ai toujours supporté. Quel que soit l'endroit où je travaille.
J'ai toujours été véridique, même contre Paul Biya, qui est de mon ethnie. Et ce n'est pas avec d'autres que je vais fermer la bouche sous prétexte que j'ai peur que les panafricains et les panafricanistes vont me critiquer. Non, 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 non. Je ne suis à la merci de personne. J'ai toujours été celui-là qui, depuis des années, sans changer de camp, quand il fallait supporter le Burkina Faso, j'étais avec le peuple burkinabé. Certains étaient avec Compaoré à cette époque-là. Lorsqu'il fallait supporter Gbagbo, j'étais à fond avec Gbagbo. D'autres étaient avec Ouattara, avec les Soro. Oui, les panafricanistes étaient avec les Soro. Soro qui est avec Ouattara et Ouattara qui est avec la France. Subitement, ils sont devenus les panafricanistes et donnent des cours de panafricanisme. Là, c'est des caméléons panafricains. Et ça, je n'en fais pas partie. Parce que je resterai objectif. Je resterai sur une ligne droite. Je resterai funambule. Je resterai du côté du peuple. Je resterai du côté de la vérité. Et j'ai dit une fois de plus, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, réconciliez-vous, parce que j'ai vu comme spectacle là à l'ONU, avec la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, qui se déchirent les habits. Regardez comment le monde nous regarde. Le monde se demande, vous dites qu'ils font partie de quel quoi? De l'Union africaine? On ne fait pas partie de l'Union africaine. On fait partie de la division africaine. Alors, renversons aujourd'hui l'image et les jugements que les autres ont contre nous et montrons que nous ne sommes pas d'éternels enfants, d'éternels bébés qui se battent pour un beignet alors qu'ils peuvent se le partager.